Bien, bonjour à tous et toutes. Merci d'être là pour cette fin d'après-midi où nous allons parler ensemble des soins palliatifs, de leurs pratiques et des enjeux actuels. Je m'appelle Sophie Vercheval, je suis directrice de la plateforme de soins palliatifs de l'Est francophone à Verviers, donc en province de Liège. Quand on parle de soins palliatifs, souvent on fait l'association avec la fin de vie et donc avec la mort. Et comme le dit très bien Chateaubriand, l'homme n'a qu'un seul mal réel, la crainte de la mort. Délivrez-le de cette crainte et vous le rendrez libre. Alors, des citations en matière de fin de vie et de mort, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Moi, j'ai choisi celle-là parce que justement, elle véhiculait des valeurs qui me semblent très importantes et rencontrées en matière de soins palliatifs, c'est-à-dire la liberté. Et donc, on va le voir, la Belgique s'est quand même positionnée de manière très très courageuse par rapport à cette notion de liberté. Alors, malgré que ça fait 300 000 ans, donc l'homme est confronté à sa finitude, il reste toujours bien maladroit par rapport à la fin de vie. Et donc, on va le voir, il aura quand même fallu attendre le XXe siècle pour que se développe en la matière une approche plus complexe, plus complète, plus globale, notamment au travers d'une approche anglo-saxonne. Alors, on va parler du docteur Cecily Saunders qui, dès le début des années 1900, se rend compte que via une approche globale, pluridisciplinaire, il y a vraiment moyen de mieux rencontrer la personne. C'est vrai qu'avant, vous le savez, surtout, je vais axer le propos sur la culture occidentale parce qu'il est clair que différentes cultures ont développé différentes approches de la mort, mais en ce qui concerne essentiellement l'approche occidentale, assez longtemps, une fois qu'il n'était plus possible de soigner, de guérir, eh bien, il y avait une forme d'isolement où on abandonnait carrément les soins, on abandonnait, il n'y avait plus rien à faire. Et donc, les personnes étaient livrées à elles-mêmes, soit en famille, soit dans des hospices, où on comptait sur le bon vouloir des bonnes sœurs qui, elles, fidèlement accompagnaient les personnes dans leurs difficultés et leurs souffrances. Et donc, avec les progrès de la médecine, l'apparition aussi des antalgiques, notamment l'utilisation des opiacés, on s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de choses à faire en fait en matière de fin de vie et d'accompagnement et que justement Cecily Saunders a mis en place au St Christopher Hospice à Londres un des premiers endroits vraiment qui conjuguait une approche de la douleur globale, comme elle l'appelle, donc tant physique que psychologique, social, spirituel, enfin, tous les aspects qu'on va retrouver après dans la philosophie palliative et dans les définitions qui en suivront. Alors aux États-Unis, on va rencontrer Elizabeth Kubler-Ross, qui est, elle, une psychiatre, qui s'est beaucoup attachée au deuil, en fait, au processus psychique des patients qui étaient face à une maladie incurable et leurs proches. Et donc, elle a détecté, en fait, 5 étapes, je pense que vous les connaissez, c'est les fameuses étapes que l'on retrouve généralement. Moi, je ne parle pas vraiment d'étapes, mais plutôt d'états parce que ce n'est pas vraiment une étape et puis l'autre de manière séquentielle et quand on a fini, bah ok, c'est bon. Non, c'est vraiment plutôt des états par lesquels on peut se retrouver et on peut voyager même entre ces états. Et ces états, ce sont déni, marche, comment? Vous ne savez plus? Donc on a le déni, on a la colère et puis on retrouve le marchandage et la dépression et l'acceptation. Et donc on retrouve ça souvent à l'annonce d'une catastrophe, par exemple, les gens disent oh non, c'est pas possible. On est tout de suite dans quelque chose qui est inacceptable à la conscience et donc on s'en protège en émettant des noms là. On refuse de croire à ça. Et puis alors on va se mettre en colère, mais non, c'est pas possible. Hein. Et puis on va essayer de marcher en disant mais ils se sont trompés, c'est pas vraiment lui qui était dans l'accident, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Ils se sont trompés. Et puis une phase plus de dépression. Encore une fois, on peut voyager dans ces états et ne pas y aller de manière séquentielle pour finalement pouvoir intégrer l'événement traumatisant, que ce soit nous concernant, que ce soit l'environnement, l'intégrer dans sa vie, pouvoir vivre avec sans que ça ne suscite la même douleur qu'en phase aiguë. Si je vais trop vite, vous me dites aussi, hein, je peux ralentir. Et comme j'ai dit à monsieur là, il y aura donc une phase de questions par la suite. Cela dit, on m'a demandé d'être assez généraliste. Donc, pour aborder une philosophie, quelque part, 1 heure ou 3/4 d'heure, c'est court. Et donc, on ne pourra qu'aborder. Donc, aussi, ça, je voulais préciser, mes collègues se trouvent au stand des fédérations.
Donc, vous pouvez aller les interpeller par la suite ou nous adresser des questions plus précises, plus techniques, enfin, ce qui vous semble opportun. On est là à votre disposition. Alors, pour clôturer sur le choix qu'il a fallu faire parmi les personnes qui ont été pionnières en matière de soins palliatifs, on retrouve aussi le docteur Balfour Munt, qui, lui, au Canada, s'est fortement inspiré des travaux d'Angleterre et des États-Unis. Et après avoir visité les hospices, a décidé de créer une unité résidentielle donc, au Canada, où là aussi, il est reconnu comme un pionnier. C'est d'ailleurs lui qui a introduit la notion de palliatif, parce que hospice était dédié aux maisons de repos et soins, et donc lui, pallier pour améliorer. Voilà, cette notion. Au fil du temps, de plus en plus d'acteurs se sont mobilisés, donc que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, dans les pays, je vais dire encore une fois, plus occidentaux, en matière de soins palliatifs. Et une définition de l'OMS, quelque part, consacre cela en une reconnaissance et les décrit comme suit. Donc, les soins palliatifs sont des soins actifs et complets donnés aux malades dont l'affection ne répond plus au traitement curatif. La lutte contre la douleur et les autres symptômes, ainsi que la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux. Ils ne hâtent ni ne retardent le décès. Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort. Alors cette définition a posé quelques difficultés parce qu'elle était un petit peu abrupte dans ce sens que c'était quand il n'y avait plus de traitement curatif qu'on commençait les soins palliatifs. Or, on verra que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, cette définition un peu succincte a été remplacée en 2002 par celle-ci, plus complète, qui axe en premier chef la qualité de vie des patients et de leur famille, notion qui était absente dans la première définition, face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. Donc on n'est plus non plus dans quelque chose de non curable, on est dans quelque chose de potentiellement mortel, ce qui n'est pas la même chose. Ça élargit en fait de là l'objet et le champ d'intervention des soins palliatifs. Alors comment, pratiquement, par la prévention et le soulagement de la souffrance, on ne parle pas de douleur mais bien de souffrance, où la souffrance, vous le savez, est beaucoup plus large et beaucoup plus globale, elle englobe des difficultés, des souffrances, tant physiques que psychologiques, morales, sociales, spirituelles. Et ces souffrances, ou cette souffrance est identifiée précocement. Donc là, on introduit aussi une notion importante, à savoir prévention, anticipation. L'anticipation est une notion fondamentale en soins palliatifs. On essaie de toujours de se donner le plus de temps possible, je veux dire, pour pouvoir s'adapter aussi de la manière la plus adéquate. Évaluer avec précision. Là aussi, on va retrouver tout un cortège d'outils qui vont naître de là, que ce soit en matière d'évaluation de la douleur, d'évaluation du souhait de confort, d'évaluation de l'état psychologique. On a toute une batterie de grilles pour aider les intervenants à pouvoir évaluer de manière la plus précise possible où se situe le patient. Ensuite, on va parler du traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques, spirituels qui y sont liés. Donc là, il est clairement dans l'objet des soins palliatifs que de pouvoir prendre en charge la douleur. Alors, on ne va pas nécessairement pouvoir neutraliser toute douleur ou toute souffrance, ce n'est pas la panacée, mais on va tenter par une évaluation fine de ce qui convient le mieux au patient à un moment donné, dans un contexte particulier, et on va constamment cheminer ou accompagner le patient et s'adapter aussi à son état. Alors, ils visent quoi les soins palliatifs? Ils visent à procurer un soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants. Ils soutiennent la vie et ils considèrent la mort comme un processus normal. On oublie encore un peu ça aussi, que la mort, elle fait partie de la vie. Et on a envie d'un peu susciter cette invitation à y réfléchir. J'avais mis en première page si un jour je meurs. Parce que c'est clair que ce n'est pas agréable de s'interroger sur sa fin de vie. Et donc, on avait invité les gens à se dire, tiens, si un jour, qu'est-ce que moi je souhaiterais, qu'est-ce que je voudrais? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que la mort, malgré ses 300 000 ans d'humanité, elle reste tout aussi taboue. On n'a pas envie de l'approcher, on n'a pas envie de s'y aventurer. Et on fait tout. Et je veux dire, les médias nous rappellent tous les jours tous les moyens mis en œuvre pour essayer d'éluder cette question de la fin de vie, de la vieillesse qui est liée,
de la diminution des capacités, de l'autonomie, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. La mort, bah oui, ça reste un processus normal, malgré la grande technicité médicale et tout ce qu'on a envie de mettre en place pour la repousser toujours davantage. Alors, ils n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. Ils intègrent donc les aspects psychologiques, spirituels des soins aux patients, donc c'est quelque chose qui est très global. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort. Alors ce système de soutien, on va le voir, il va se décliner de manière très concrète, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ils offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient et de leur propre deuil. Là également, très concrètement, je parlerai de la région wallonne, il existe différents moyens de soutien pour la famille, pour lui permettre aussi d'avoir des moments pour elle de répit. Ils utilisent une approche d'équipe. C'est très important, cette notion de pluridisciplinarité, à partir du moment où on veut prendre en considération une personne de manière globale. Tout seul, on ne sait rien. On est obligé de s'assurer de la qualité, de la compétence d'autres professionnels pour pouvoir justement de manière concertée, de manière coordonnée, assurer aux patients le meilleur soutien possible. Cela pour répondre aux besoins des patients, c'est une notion importante, la notion de besoin, on y reviendra, et de leur famille en y incluant, si nécessaire, une assistance au deuil. Ils peuvent améliorer la qualité de vie, ils visent d'ailleurs à augmenter la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l'évolution de la maladie. Donc même sans avoir comme intention de maintenir ou de repousser la mort, de maintenir la vie, il arrive que d'augmenter la qualité de vie permet d'avoir de bonnes répercussions en termes de longévité. Ils sont applicables tôt dans le décours de la maladie. C'est une notion importante qui nous permet vraiment d'être en amont, de ne pas attendre qu'on soit au bout du curatif pour mettre en place du palliatif. On le fait de manière vraiment superposée où on lâche progressivement le curatif et on laisse plus de place au palliatif. Ils peuvent se faire en association avec d'autres traitements qui pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ce n'est pas parce qu'un patient est en soins palliatifs qu'il n'aura plus une chimiothérapie. S'il s'avère que grâce à cette chimiothérapie, cette chimio va réduire une douleur ou une souffrance physique importante. Donc, ce n'est pas du tout inapproprié ou incongru d'entendre qu'un patient est encore opéré alors qu'il est en soins palliatifs. Tout ça, évidemment, étant convenablement évalué entre le médecin et son patient au travers de tout l'encadrement que vous connaissez, de colloques singuliers où on expose clairement les bénéfices et risques qui sont liés à une intervention. Alors, ils incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge. Donc là aussi, il est possible tout à fait de continuer à faire des examens de manière à pouvoir identifier des sources de douleur importantes et de pouvoir amener ainsi un soulagement conséquent. Alors, en Belgique, comment est-ce qu'on s'est développé en matière de soins palliatifs? Eh bien, d'abord par des initiatives locales. Ce sont d'abord des infirmiers soutenus par des médecins qui ont mis en place donc, des accompagnements de patients en fin de vie au domicile. Et on m'a été raconté des infirmières partant en vélo avec de la morphine dans leur sac à dos, alors que c'était tout à fait formellement interdit, mais de manière à pouvoir apporter donc, ce traitement opiacé antalgique aux patients. En unité résidentielle, on a vu aussi la création, notamment ici à Namur, du foyer Saint-François en 89, qui a été la première unité de soins palliatifs en résidentiel, et également dans les hôpitaux, des services plus spécialisés, donc des infirmières, ont développé des compétences en matière de soins palliatifs et ont commencé à pouvoir être référentes pour leurs collègues au sein des hôpitaux. Au domicile, il y a des structures, notamment à Bruxelles. Il y a eu Aremis et Continuing Care aussi dans les années 80, début 80. À Verviers, il y a eu l'ASBL CRI et en province de Luxembourg aussi. Et puis,
En 89, parce que ça commençait un petit peu à émerger un peu partout, je vais surtout parler de la Wallonie, les acteurs se sont regroupés en une fédération d'abord belge qui a pu fédérer et se rencontrer les gens, se concerter les gens. Mais rapidement, cette fédération belge s'est scindée en trois de manière à coller plus aux besoins du terrain et d'avoir peut-être un pouvoir d'action plus ciblé. Et donc, on a vu donc l'émergence de la fédération flamande, bruxelloise et wallonne. En 91, le ministre Philippe Busquin, qui à l'époque était en charge des affaires sociales, a voulu soutenir des expériences en matière de soins palliatifs et a sorti ça de financement. Alors là, c'était une première, évidemment, parce qu'il y avait d'abord une reconnaissance de ces équipes et puis aussi une aide substantielle pour elles. Vu les bénéfices pour les patients eux-mêmes, les bénéficiaires, les familles et pour les professionnels qui pouvaient avoir l'appui de ces équipes spécialisées, il y a eu donc en 1998 des arrêtés royaux qui ont reconnu ces structures, notamment les plateformes de soins palliatifs et les équipes de soutien. Les équipes de soutien, tant pour le domicile et également en 2002 suivront celles pour les hôpitaux. Alors tout ça s'est constitué alors en réseau. On va retrouver tout à gauche les 9 plateformes de soins palliatifs. Donc en fait, une plateforme, c'est quoi? C'est une structure, il y en existe une par province, sauf à Liège parce qu'il y avait les irréductibles gaulois verviétois qui étaient là avant les autres et qui voulaient absolument rester. Et bon, sinon, généralement, c'est une par province, donc 9 plateformes en Wallonie et des équipes de soutien à domicile. Donc ça, c'est des équipes d'infirmières spécialisées avec un médecin spécialisé également, on y reviendra. Et donc, les plateformes, elles diffusent vraiment la culture palliative. C'est leur objet. Elles sont là pour diffuser la culture, que ce soit au niveau du grand public, que ce soit au niveau des professionnels, favoriser les formations, proposer un accompagnement psychologique, que ce soit pour les intervenants professionnels, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les familles. Donc, elles sont là aussi pour pouvoir fournir toutes les informations en matière d'aide et de soins au niveau palliatif et soutenir toutes les initiatives aussi qui pourraient exister pour promouvoir les soins palliatifs. Ces 9 plateformes travaillent de manière concertée au travers de la Fédération wallonne, qui regroupe, si vous voulez, non seulement les plateformes, mais également les autres acteurs qu'on va retrouver au niveau des hôpitaux, au niveau des maisons de repos, au niveau des autres structures d'hébergement, au niveau des unités résidentielles, de manière à constituer des groupes de travail et des groupes d'experts aussi, pour pouvoir aussi renvoyer vers le politique, que ce soit le ministère de la Santé publique au niveau fédéral, l'INAMI, au niveau du ministère régional aussi, et de la Direction générale de l'action sociale santé. Également des collaborations avec l'Europe au travers de l'EAPC et au niveau belge de manière plus transversale au travers des 3 fédérations. Alors, outre des arrêtés royaux qui ont permis une reconnaissance, je vais dire, de ces structures et une partie de subventionnement, la Belgique, elle a pris aussi une position courageuse en amenant sur la place publique des débats bioéthiques relatifs à la fin de vie. Ces débats et ces discussions ont amené finalement une législation complète en 2002. Je dis complète parce que dans un souci, encore une fois, de protection tant de l'individu qui peut se retrouver patient, que de la famille, que du professionnel ou du non-professionnel qui entoure le patient, ces lois permettent vraiment une ouverture au dialogue et promeuvent vraiment le dialogue. Le dialogue d'abord entre le patient et son médecin, mais également entre tous les intervenants qui gravitent au chevet du patient. Et elles autorisent vraiment qu'on ait une position plus claire par rapport à la fin de vie. Alors ces 3 lois, c'est quoi? C'est la loi qui dépénalise de manière conditionnelle l'euthanasie, c'est la loi relative aux soins palliatifs et la loi relative aux droits du patient. Ces lois, vous l'avez entendu récemment, ont subi des amendements. Je ne parle pas de tous les amendements qui ont eu lieu depuis, je parle de la base et
Si vous voulez des informations complémentaires, on pourra en discuter. Alors des moyens aussi suivront ces lois et ces arrêtés, notamment la reconnaissance d'un congé palliatif pour l'accompagnement. Alors qu'est-ce que c'est que ce congé? Ça permettre à un travailleur de pouvoir prendre, s'il est à temps plein, carrément un mois de congé, ou s'il est à trois quarts temps au moins, jusqu'à un cinquième ou à mi-temps, et de pouvoir consacrer ce temps à une personne qui est en soins palliatifs, pendant un mois renouvelable un mois. Il faut savoir que la personne en soins palliatifs ne doit pas nécessairement être un membre de la famille, ne doit pas nécessairement habiter sous le même toit, elle peut très bien se trouver à l'étranger, et qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui demandent un congé palliatif pour un seul patient. Donc ça, c'est quand même un soutien assez substantiel que le législateur a prévu pour pouvoir, en tant qu'aidant, être présent pour soutenir une personne en fin de vie. Il y a également l'octroi d'une allocation. Oui, c'est valable pour les indépendants aussi. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement d'être salarié pour pouvoir avoir droit à ce congé. Si on est indépendant, c'est également possible. L'octroi d'une allocation pour soutenir les frais, qu'ils soient de quelque nature, parce que là, on ne demande pas de justificatif. Et là, il y a un forfait actuellement indexé à 647,16 €. Et chaque année, il est revu. Et là aussi, c'est renouvelable une fois. Alors, pour pouvoir bénéficier de ces aides financières, il faut remplir certaines conditions. Là aussi, on est à votre disposition pour vous informer par rapport à ça. Il y a également eu la suppression du ticket modérateur pour le domicile. Donc le domicile et ce qui est associé, à savoir les maisons de repos et soins, en tout cas en ce qui concerne les frais relatifs aux médecins généralistes. Donc, suppression du ticket modératoire concernant les soins infirmiers, les soins médicaux et les prestations de kinésithérapeute. Donc un patient en soins palliatifs peut bénéficier, sans devoir payer, des soins infirmiers, médicaux et kinésithérapeutiques. Alors, en pratique, au domicile, les équipes, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du domicile? On va retrouver les équipes habituelles, à savoir le médecin généraliste qui accompagne son patient de longue date, qui connaît son patient, l'infirmier au choix du patient, des aides-soignants, des kinés, des psychologues, des volontaires, des aidants proches, des aides familiaux, des gardes malades et encore peut-être d'autres personnes que j'oublie. Et toutes ces personnes vont en fait se relayer au chevet du patient et permettre la continuité des soins. En parallèle à cela, le législateur a prévu donc des équipes pluridisciplinaires spécialisées en soins palliatifs, composées d'un médecin, d'infirmiers, voire psychologues ou kinés, et tous sont spécialisés en soins palliatifs. Et ce qu'ils font, c'est proposer, mettre à disposition leur expertise en matière d'accompagnement. Plus spécifiquement, tout ce qui va concerner l'évaluation de la douleur, les soins de confort, proposer aussi un soutien aux professionnels, qu'ils soient d'ordre psychologique, moral, de manière à ce que ces mêmes professionnels puissent rester à disposition de leurs patients. Donc le rôle est vraiment d'informer, de conseiller et d'accompagner les équipes de première ligne, ceux qui gravitent au chevet du patient. L'objectif n'est pas de prendre leur place ou de faire à la place d'eux, mais plutôt de venir en soutien. Pour ce faire, ces équipes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on va retrouver à l'hôpital le même type de schéma, à savoir dans un service le médecin spécialiste, des infirmières, des auxiliaires de soins, des volontaires qui vont se relier au chevet du patient. Et en seconde ligne, on va retrouver alors une équipe spécialisée en soins palliatifs, composée au minimum d'un médecin, d'une infirmière, d'un psychologue, voire parfois d'autres disciplines. Et eux, en fait, ont vraiment comme vocation, au niveau de l'établissement, de pouvoir donner des avis en matière d'accompagnement palliatif, de pouvoir éventuellement aussi proposer, tout comme l'équipe de soutien au domicile, de proposer des adaptations au niveau du traitement, de faire des suggestions thérapeutiques, d'avoir ce regard de tiers dans la relation et de pouvoir éventuellement aussi introduire des concertations éthiques autour de la situation du patient. Outre cela, il sensibilise le personnel de l'hôpital à l'approche palliative
Donc, outre leur fonction consultative, ils ont également une fonction formative et un développement de la dynamique palliative au sein de l'institution. En pratique, en unité de soins palliatifs. Donc, qu'est-ce qu'une unité de soins palliatifs? C'est une unité résidentielle, différente de l'hôpital, bien qu'elle y soit souvent attachée. Donc, c'est souvent au sein de l'hôpital, voire dans une structure indépendante. Euh, Toute une équipe qui propose une grande disponibilité. Ça, c'est le caractéristique la plus importante, je veux dire, d'une unité de soins palliatifs. C'est une grande disponibilité d'une équipe pluridisciplinaire. De nouveau, médecins, infirmiers, kinés, psychologues, conseillers spirituels, volontaires. Toute une équipe se mobilise vraiment pour être au plus près des besoins du patient et de leur famille. Il faut savoir qu'une unité de soins palliatifs est ouverte 24 heures sur 24 pour la famille. La famille peut y rester, peut y dormir, peut y manger, préparer des repas. C'est aménagé généralement avec beaucoup de choses à disposition. Que l'objectif de l'orientation en unité de soins palliatifs, c'est généralement pour un patient qui aurait voulu rester à domicile, c'est parce que le domicile n'est plus en mesure de pouvoir permettre ce maintien à domicile, parce qu'effectivement, il y a peut-être une adaptation thérapeutique qui nécessite un passage par cette unité spécialisée. Donc, ça peut être transitoire, le temps de mettre en place un traitement qui va être efficient et qui va pouvoir permettre le retour à domicile, ou parfois c'est un choix aussi parce que la famille est complètement épuisée et qu'elle a besoin de ce moment de répit. Et donc, on va suggérer alors, parce qu'une hospitalisation n'est pas nécessairement adaptée, un passage en unité de soins palliatifs pour permettre à tous de pouvoir aussi se reconstituer. Alors, un mot sur les centres de jour. Les centres de jour, ça a été une initiative dans les années 90 aussi. Il était question d'un endroit où un accueil du patient serait effectué en journée, où encore une fois, une écoute ciblée serait proposée, des activités adaptées et d'autres choses. Malheureusement, ça n'a pas pu se continuer. Il en reste seulement une en région liégeoise, mais qui fonctionne très bien au sein de la clinique d'Hermal. Alors, qu'existe-t-il en pratique en maison de repos et maison de repos et soins? On peut y associer éventuellement aussi d'autres structures d'hébergement comme les hôpitaux psychiatriques, les centres d'hébergement pour personnes handicapées. Eh bien, plus précisément pour les maisons de repos et maisons de repos et soins, il y a eu, pour être agréées, des conditions qui faisaient un lien avec les soins palliatifs, notamment le développement d'une fonction palliative qui doit être assurée par le médecin coordinateur ou l'infirmière responsable. Alors, en quoi consiste cette fonction palliative? Encore une fois, une diffusion de la culture palliative au sein de la maison. Ça peut aussi se décliner dans la déclaration d'intention de la maison, par exemple. Une sensibilisation du personnel à l'approche palliative, rendre des avis lorsqu'une situation palliative émerge au sein de l'institution et participer à la formation continuée par la mise à jour des connaissances. Alors, il faut que l'institution ait un lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs hospitaliers et la collaboration avec la plateforme de soins palliatifs est importante, elle doit être signée de part et d'autre. Indépendamment de la fonction palliative qui se développe dans la maison, les équipes de soutien, dont j'ai parlé plus tôt, peuvent également intervenir et sont même vivement appréciées dans les maisons de repos. Pourquoi? Parce qu'elles jouent pleinement, encore une fois, ce rôle de tiers, d'extérieur, qui va venir amener une réflexion, qui va pouvoir éventuellement ouvrir le champ des possibles, imaginer des choses auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on est souvent le nez dans le guidon, on ne s'arrête pas, on avance, on avance, on avance. Et donc de pouvoir se donner un temps de concertation avec des personnes qui ne viennent pas pour contrôler, mais qui viennent plutôt pour accompagner et qui viennent donner vraiment un temps de réflexion par rapport à ce qui est en train de se jouer ici et maintenant, c'est très précieux. Alors j'ai été très très vite, je m'en rends compte, je suis déjà au bout de mes diapositives. Est-ce que vous avez déjà des questions avant que je n'aborde les enjeux? Oui. Maison de repos?
maison de repos. Voilà. Si vous voulez, je peux vous envoyer aussi les diapos par la suite, hein. Pas de souci. Si vous prenez note, il n'y a pas de souci. Ce sera plus facile. Pour avoir les diapos, vous m'envoyez un mail. Je peux le dire comme ça, oui, sinon. C'est Verviers, Verviers, arrobase, palliatif, 2L, 1S à la fin, .be. Et alors, il y a énormément d'informations aussi qui peuvent être disponibles sur le site de la Fédération Wallonne des soins palliatifs. Donc ça, c'est 3 fois W, soins palliatifs, un S à soins, un S à un palliatif.be. Pas de questions? Ok, alors, j'aborde les anges. Ah, pardon, madame. Quand la personne entre son document pour le forfait soins palliatifs, Oui, j'étais pas là au début, donc je l'ai peut-être expliqué avant, je vous en pardon. prie. Donc, si c'est accordé, elle peut leur demander une deuxième fois. Tout Et à c'est fait. un mois à partir de quand? À quelle date? C'est le médecin conseil en fait qui va pouvoir. Donc en fait les documents, il faut que votre médecin aussi généraliste remplisse un document. Ce document est envoyé au médecin conseil de la mutuelle et dès l'accord du médecin conseil, la somme vous est versée. Et elle est versée sur le compte de qui on veut. Ce n'est pas nécessairement sur le compte du patient, hein. Et la deuxième demande, elle doit se faire à quelle date? À la date anniversaire C'est un de renouvellement, encore une l'accord? fois, c'est un renouvellement qui peut se faire automatiquement, moyennant encore une fois le papier du médecin. On peut le rentrer quelques jours avant. Oui, tout à fait. Mais il y a toujours ce délai d'un. C'est une fois, renouvelable une fois. Bon, j'aborde les enjeux, peut-être que vous aurez d'autres questions après. Ce qui nous paraît être des enjeux majeurs, c'est surtout que le législateur a permis le droit aux soins palliatifs par rapport à cette loi dont je parlais tout à l'heure de 2002. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est un accès. Et ça, on le voit de manière de plus en plus importante. On dit qu'il y a le droit, mais dans les faits, c'est très compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce qu'on reste dans une logique actuellement de fameux statut palliatif qui permet l'obtention d'un forfait, qui permet l'obtention d'une suppression du ticket modérateur, etc. Elle est conditionnée. Le médecin doit établir en fait un document, et sur ce document, il atteste que la fin de vie est prévue pour 3 mois. Ça, c'est rude. Ça, c'est rude parce que demander à un médecin généraliste d'aller dire à une famille et à un patient qu'il connaît bien que via ce papier-là, quelque part, il signe la fin de la vie du patient à une durée déterminée, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Souvent, on a ça beaucoup trop tard. Quand inéluctablement, tout le monde s'est bien rendu compte qu'on y était. Mais c'est dommage, parce qu'effectivement, en faisant ça, on se prive de toute une période de temps où on aurait pu, de manière posée, plus anticipée, prévenir, réfléchir, se poser des questions, faire des choix. Et donc, tout ça, finalement, ce temps, on ne sait plus le rattraper. Et on se retrouve souvent à très court terme, avec une mort quasi imminente, comme si les soins palliatifs étaient vraiment vécus comme une phase terminale. Non, les soins palliatifs, ça peut se faire bien plus tôt. Le souci, c'est que le législateur, avec cette durée de 3 mois, il a bien fallu apparemment à un moment donné fixer une durée, coince un peu les choses. Ça coince. Alors actuellement, il y a pas mal de réflexions qui se font autour de la notion de besoin. Je disais que j'allais y revenir. Oui. Si le médecin détermine qu'il y a 3 mois, mais de Oui. toute façon, personne ne sait déterminer le jour exact. Non. Donc on dépasse ces 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, même si personne ne sait dire avec grande certitude que c'est 3 mois avec un compte à rebours et que le jour X, nous avons d'ailleurs des patients qui généralement
une semaine après que le statut ait été octroyé, décède, parce que comme je le disais, le médecin attend vraiment la dernière limite. Hein. Et par contre, nous avons des patients qui, après 1 an ou 2, sont toujours bien là avec nous et qui ont parfois eu un, un arrêt de la maladie qui a diminué ses effets et où il a récupéré de la qualité de vie et voilà, il est toujours avec nous. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Ça serait un comble, mais il n'y a pas de remboursement si on dépasse ce Jamais. délai. Non, 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 non. C'est une Non, non, question non, non, peut-être non. idiote, mais Non, 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 non. Non, quelque part, à partir du moment où le médecin conseil rejoint le généraliste, le forfait est octroyé, donc je disais une fois renouvelable une fois, il faut réintroduire la demande et bon, je ne pense pas qu'il y a, enfin, c'est quand même un délai d'1 mois, mais c'est donc renouvelable une fois. Et la suppression du ticket modérateur, là, elle vaut tant que la vie est là. Donc on a des patients qui bénéficient de soins infirmiers médicaux au long cours, je vais dire, depuis, parce que ils sont encore en bonne santé quelque part et bien là. Donc comme je disais, le législateur actuellement a mis sur pied une cellule de réflexion qui travaille sur non plus cette durée de 3 mois, mais plutôt sur des besoins. Et donc on est en train de revoir la définition du patient qui pourrait bénéficier de soins palliatifs de manière via un statut. Hein, parce que c'est pas parce qu'il ne faut pas nécessairement avoir le statut pour pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Je veux dire, tout le monde devrait avoir droit à des soins palliatifs à partir du moment où ils prennent en charge la personne de manière globale. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au niveau statutaire, en tout cas, on est en train de réfléchir à une définition du patient en fonction de ses besoins. Donc, il y aurait certains degrés de besoins qui ouvriraient le droit à certains types de prise en charge. C'est plus complexe, mais ça permet aussi d'englober d'autres pathologies comme les démences, les handicaps, les maladies neurologiques dégénératives et ce genre de choses qui avant n'entraient pas dans le champ des possibles avec cette fameuse durée de 3 mois. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Oui? Oui? On va peut-être attendre le micro, comme ça je vous entendrai. Merci. Je voulais poser juste une question pour savoir du congé qu'on peut bénéficier Oui, pour soigner la personne. oui. Est-ce que votre employé vous paye comment? Est-ce que c'est à 100%, 80% ou bien c'est comme la mutuelle ou je Alors, sais c'est pas. comme un créditant, en fait. Et c'est l'ONEM qui va donner une compensation financière. Maintenant, la garantie que vous avez, c'est que vous ne pourrez pas être licencié pendant la durée de ce congé et que vous gardez pleinement vos droits. Donc, ça compte pour la pension, ça compte pour tout ça, quoi. Et tous vos droits sont maintenus et c'est réellement un droit. Je veux dire, l'employeur ne peut pas vous le refuser. Oui. Et ce n'est qu'un mois ou bien on 1 mois peut. renouvelable une fois. D'accord? Ça va. Maintenant, il existe aussi un congé pour assistance à personne gravement malade. Et ça, c'est plus long. Ça peut aller jusqu'à 1 an, de 3 mois en 3 mois. Et ça peut être un temps plein, un mi-temps, un cinquième temps. C'est bien de le savoir. Merci. Il y a plein de possibilités. Le mieux, c'est en On n'est fonction pas de... au courant. Comment? On n'est pas souvent au courant des. C'est bien parce que c'est la première ligne de mon enjeu, là. C'est une meilleure connaissance de l'offre de soins, de services. Je crois qu'effectivement, on doit continuer à informer et à répéter parce que de un, d'abord, ça change. Hein. Il y a de plus en plus de services, il y a de plus en plus d'offres spécialisées. On a un paysage qui est de plus en plus complexe au niveau de l'offre de l'aide et de soins. Et je pense que moi, mon objectif ici, ce n'est pas de répondre à toutes vos questions, mais plutôt de vous dire, il y a des personnes qui peuvent y répondre. Et voilà où elles se trouvent. Dans les plateformes, vous aurez des interlocuteurs. Parce que même, je vais vous dire, vous allez sur le site de l'ONEM ou vous téléphonez à l'ONEM, ils ne savent pas vous répondre sur le congé. Est-ce que plusieurs personnes peuvent prendre des congés pour une seule personne? Ben si. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas tout connaître sur tout et c'est normal. Mais donc, dans les plateformes, vous aurez toujours des personnes qui peuvent vous renseigner par rapport à ça. Pareil pour les mutuelles. Il y a tel type de mutuelle qui va proposer telle aide, l'autre pas. Ça, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir, tiens, qu'est-ce que vous me permettez en termes de matériel, en termes d'aide financière parfois, ou de soutien. Donc là aussi, il faut se renseigner. Une mutuelle n'est pas l'autre.
Donc notre enjeu, nous, c'est vraiment une meilleure connaissance de l'offre de soins et de services. Pourquoi? Parce que comme ça, effectivement, je pense que plus on s'y arrête de manière précoce, plus on peut être aussi serein quand il y a des difficultés. Dieu sait qu'il y en a suffisamment comme ça, que d'en rajouter encore en fin de vie. Alors soutenir la formation continuée, là on s'y emploie aussi beaucoup, on essaie d'élargir de plus en plus. 2013 a vu la reconnaissance de la qualification pour les infirmières en soins palliatifs, ce qui est une très bonne chose, parce que quelque part aussi, ça encadre la formation et ça assoit l'expertise. On sait qu'une infirmière qualifiée en soins palliatifs, elle a fait telle formation, qu'elle a quand même aussi quelque chose. C'est un petit peu comme les anciens psychologues et les thérapeutes. Là, on ne savait pas très très bien ce qu'ils avaient fait comme études. Maintenant, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair. Soutenir la réflexion éthique. Quand on touche aux soins palliatifs, comme on touche à la fin de vie, on touche à quelque chose qui est fondamental pour l'homme et comme je ne cesse de le répéter, qui doit être envisagé de manière globale et une réflexion éthique s'impose de manière à toujours rester respectueux tant de la personne, de l'individu malade, mais également de ses proches et des professionnels qui sont tout autour. Tout le monde doit pouvoir se sentir bien, en tout cas au mieux possible dans ce qu'il fait. Se posent aussi parfois des questions difficiles, auxquelles parfois qui nous ébranlent, qui nous démunissent, et pouvoir y réfléchir ensemble et partager autour d'une réflexion nous semble toujours le plus à propos. Et alors, enfin, s'inscrire dans une logique de prévention. Ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à l'heure actuelle. En plus, on est dans le court terme, on est dans l'immédiateté, on est dans l'instant présent, on se fiche un peu de ce qui va se passer. J'ai entendu encore une émission il n'y a pas longtemps sur les effets, sur les espèces qui sont clairement menacées d'ici 2050. C'est assez dramatique, mais je crois qu'en fait, voilà, c'est absorbé par notre quotidien. On n'a pas trop envie de penser à tout ça. Et ce sont des conséquences à moyen terme maintenant, même plus à long terme, à moyen terme. Et mettre une logique de prévention en place quand en plus les personnes ne sont pas nécessairement celles qui vont se retrouver concernées. Je m'explique. Si par exemple, je vais prendre l'exemple du matériel très très classique, le matelas. Donc les personnes qui sont alitées, quelles qu'elles soient, pas nécessairement en fin de vie, si elles sont alitées trop longtemps, risquent de présenter des escarres. Alors, quand c'est soigné à l'hôpital, il y a des patients qui rentrent et qui ressortent avec des escarres. Bon, on se dit, mais de toute façon, après, ils seront traités au domicile. Mais bon, pourquoi ne pas mettre en place une logique de prévention, même si ce ne sera pas notre portefeuille qui sera nécessairement touché, même si ce ne sera pas nécessairement nous qui allons assurer le suivi, etc., que tout le monde puisse se sentir impliqué dans la prise en charge me semble fondamental. Et installer une logique de prévention des risques alors qu'on est souvent contraint de devoir gérer des choses de plus en plus rapidement, et c'est pas évident. Maintenant, je ne peux que répéter que c'est une affaire de tous, les soins palliatifs. C'est une affaire vraiment de tous, à tout niveau. Voilà. Je suis à votre disposition pour des questions. En fait, je me disais, il va y avoir plein de questions, donc je vais aller très vite pour la présentation, comme ça je pourrais avoir plein de temps pour les questions. Qu'est-ce qui vous motive à être là, peut-être? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu écouter? Je vous en remercie. Tout simplement, comme vous disiez, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Oui. Et je suis assistante sociale à l'accompagnement à domicile de personnes âgées ou de personnes gravement malades. Et donc, plus vite on a l'info, plus vite on sait la transférer, la digérer et la communiquer avec des mots peut-être plus simples et plus accessibles. Donc, mais on est tous mortels, donc forcément, on est tous intéressés normalement par la question. Même si elle fait peut-être peur, ça je ne sais pas. Maintenant, en pratique, je n'ai pas abordé la question des centres de coordination. C'est clair que là, encore une fois, il y a un grand rôle à jouer au niveau des centres de coordination, en articulation avec tous les autres partenaires, pour justement favoriser, pour ceux qui le souhaitent, le maintien au domicile pour y terminer ses jours.
En fait, ce qui se passe aussi, c'est que dans le cadre du suivi de certaines personnes, on sait qu'elles sont en soins palliatifs, on sait qu'on peut proposer différentes choses, et à un moment donné, on se rend compte que la personne désire rester toute seule. Donc on met des choses en place, par exemple, lui proposer d'avoir son GSM à portée de main et qu'on est disponible, etc. Et dans le cadre de livraison de repas à domicile, un livreur avait été profondément choqué parce qu'il lui avait rappelé. Et en fait, la personne lui a dit, mais non, mettez-moi le GSM sur la table. Donc d'office inaccessible. C'est ça. Donc quelque part, le professionnel doit pouvoir aussi accepter que ce n'est pas lui qui est concerné et il doit respecter le fait qu'il ne sait rien faire, Voilà. apprendre à vivre avec aussi. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours ce souci de vouloir aider, de vouloir bien faire, etc. Mais la première chose à faire, c'est d'abord d'écouter le patient et ses besoins. Et là, c'est vrai qu'une approche la plus empathique possible, entre guillemets, en tout cas humaine, humaniste, de respecter le patient dans ses besoins et dans ses expressions de besoins, parce que parfois ça peut être, comme je l'ai dit, avec ces fameuses étapes empreintes de violence, empreintes d'agressivité, etc. Pas toujours facile. Et donc c'est l'important aussi de se faire accompagner, soit en tant que professionnel, par une équipe spécialisée. Et d'autre part, il est vrai que, par exemple, moi je pense à ce que vous dites me fait penser à un patient qui est super content de Facebook. Parce que grâce à Facebook, il n'a plus tout le temps les gens au téléphone pour rendre des informations sur son évolution, sur son état de santé. Il met ça sur son profil et son intimité est finalement bien plus respectée alors, en étant du domaine plus public, entre guillemets, comme ça. Allô? Ouais. Pour finir, on va dialoguer toutes les deux. Ce qui est important aussi, maintenant j'ai perdu l'idée. Je sais plus. Parler de Facebook. Oui, mais c'était pas de Facebook. Je sais plus. Ah oui. Il y a aussi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Mme Quinodo, qui était gériatre et psychiatre en Suisse dans le cadre d'un autre colloque, qui disait des choses vraiment essentielles. C'est que, comme vous avez dit tantôt, la mort fait partie de la vie. Et parfois, c'est vraiment important aussi que la personne puisse anticiper les choses. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir un accident, elle n'est plus capable de s'exprimer par elle-même, ni par oralement, ni par écrit. Oui. Et que, quelque part, le fait de ne pas vouloir anticiper, parfois, met à mal le proche ou les professionnels. Parce qu'à ce moment-là, la décision vient parfois peut-être, sans qu'on ne le sache, à l'encontre de son souhait. Donc, quelque part, c'est une implication aussi du patient et de tout un chacun par rapport à son projet de vie qui peut évoluer et qui peut changer. Donc, de ce côté-là, je pense que le législateur a aussi été attentif avec les déclarations de dons d'organes, les déclarations des droits du patient, etc. Et la déclaration anticipée pour les demandes d'euthanasie. Et alors, il existe également, en matière d'autres types d'accompagnement, beaucoup de documents. On en a à votre disposition si vous le souhaitez, qui permettent justement de... Voilà, moi, si ça m'arrivait, est-ce que j'aimerais refuser le traitement, par exemple, en connaissance de cause, etc., etc., en matière de traitement, en matière d'hydratation, en matière de réanimation. Enfin, toutes ces questions qui, effectivement, pour les proches, sont des questions atroces quand il s'agit de prendre une position et que la personne est inconsciente. Ça facilite grandement les choses quand on peut se référer à savoir ce qu'étaient les désirs du patient. Oui. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à nous interpeller. On a beaucoup d'informations, de brochures et d'autres. Et on essaye de susciter de temps en temps des événements qui permettent à ces fameuses expositions qu'on avait faites. Si un jour je meurs, bah oui, si un jour ça m'arrivait. Et donc, c'était l'occasion d'y réfléchir. Peut-être par expérience aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas devant un patient qui est complètement isolé aussi. Pour l'avoir vécu plusieurs fois dans d'autres expériences professionnelles, c'est que le patient qui s'en va, parfois aussi accompagne ses propres proches. Et donc à un moment donné, c'est important d'avoir une présence, peut-être d'un professionnel, ou de savoir se retirer à petits pas aussi, que pour permettre justement cette jonction entre le patient et le proche, où quelque part, il n'y en a pas un qui accompagne l'autre, mais qui s'accompagnent tous les deux. Ça permet d'avoir peut-être une séparation préparée et plus en douceur.
Si c'est nécessaire, là encore une fois, on a plein d'adresses, plein de personnes ressources qui peuvent effectivement jouer des rôles à différents niveaux par rapport à ça. Mais c'est clair que ce que vous dites par rapport aux proches, en tout cas pour le domicile, si 99% des gens enfin, ça veut dire 221 personnes l'année dernière qu'on a accompagnées, 221 personnes ont pu être au domicile parce qu'elles étaient accompagnées d'aidants proches. S'il n'y a pas les aidants proches, c'est compliqué, hein. Se relayer des infirmiers, des gardes malades, des assistantes, des aides familiales, etc. C'est très difficile. C'est prendre des risques en tant que proche, mais aussi le patient a le droit de prendre le risque. Tout à fait. Et de décider, ben oui, Bien sûr. j'ai des professionnels à côté de moi Tout à fait. du lundi au vendredi, je ne veux pas rentrer quelque part, je Bien veux rester sûr. chez moi. Quand je dis aidant C'est son proche, ce n'est pas droit. nécessairement un proche qui va vivre Non, non, 24 non. heures sur 24 dans la maison, hein. Ben, on a des C'est- personnes qui sont voilà. aussi totalement isolées, qui n'ont Oui. même pas les voisins, les commerces. Enfin, au centre-ville, c'est quand même assez fréquent. Mhm. Où ils sont dessus d'un magasin, enfin sur Namur, en centre-ville, c'est des côtes étudiants, donc le week-end, ils sont tout seuls. Et comment Mais on met en qui- place. On oui. met en place, mais à Voilà. un moment donné, quand on leur propose, et le soir et le week-end, comment ça va se passer, moi je reste comme ça. Mhm. J'assume le risque quelque part. Mhm. D'autres questions? Et voilà, un grand merci encore.